Ces derniers temps, nous avons pas mal parlé de numérique et j'avais envie de revenir avec vous sur une partie plus présentielle, sur qu'est-ce qu'on peut faire sur du présentiel, sur créer un centre, pourquoi pas, et pourquoi pas un centre de yoga, parler aussi de la partie plus académique, de disciplines qui peuvent apporter, de disciplines que vous pratiquez peut-être. Donc pour cela, j'ai le plaisir, j'ai l'honneur de recevoir Mona Villacres. Bonjour à toi. Bonjour Nico, merci beaucoup Avec pour grand plaisir. cette invitation. Avec grand plaisir. Alors j'ai souhaité t'interviewer parce que tu as un parcours qui est vraiment chouette, vraiment intéressant. Et tu es une spécialiste de yoga, une très grande spécialiste de yoga, et tout particulièrement d'une discipline qui n'est malheureusement, du moins de mon angle de vue, de ma perception des choses, peu connue, qui est la yoga thérapie. Donc est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais et on va aller un petit peu plus loin aussi sur tout cela. Ok, donc au début, je suis formée comme psychologue clinicienne. Ouais. Moi, j'ai fait mes études en Équateur, en Amérique du Sud. Et je suis venue en France, ça fait déjà 5 ans. Mhm. Et bon, c'est vrai que j'étais déjà yoga thérapeute quand je suis arrivée. J'ai fait mes études de yoga thérapie en Inde. D'accord. Donc, dans une université au sud de l'Inde, à Bangalore. Pourquoi l'Inde? Et c'était un rêve, vraiment. Quand Hmm. j'avais 20 ans, j'ai découvert le yoga aux États-Unis. Mhm. Je me suis rendu compte, j'étais en train de me former comme psychologue Mhm. et je sentais, c'était vraiment intuitif, que si je voulais faire des études plus avancées, il me fallait aller en Inde. D'accord. Et donc là, tu as suivi des études vraiment de... tu m'avais dit un master 2 de yoga thérapie, c'est ça? C'est un master recherche. En anglais, on Master appelle recherche. ça MPhil, Ouais. Master in Philosophy of Yoga Therapy and Psychology. Et c'était justement dans cette université, et ils ont une petite clinique. On recevait à peu près entre 150 et 200 patients par semaine. Donc Mhm. ça, c'était toujours variable. Et on avait 9 sections. Et sections pour les personnes qui ont des problèmes cardiaques, des Mhm. problèmes respiratoires. Et la section pour les problèmes des dos, les douleurs chroniques, l'arthrite, la diabète, Mhm. les problèmes du poids hormonal, les problèmes psychiatriques et psychologiques, c'est-à-dire dépression, anxiété, et stress post-traumatique et stress et Mhm. schizophrénie. Aussi, pour les personnes qui avaient du cancer, ça c'était une nouvelle section qu'ils ont ouverte quand j'étais là. Et je pense que c'était tout, hein, oui. C'est intéressant. Ouais, donc on est vraiment très loin de la perception, d'ailleurs tu vas peut-être nous en parler un petit peu plus, la perception qu'on peut avoir du yoga, yoga fitness, justement, et on est à mille lieues de ça. Et oui, en fait, quand je suis arrivée en Inde, et connaître le yoga, les pratiquer, c'était pas une chose bizarre. Tout le monde le Hmm. fait, tout le monde le faisait. J'ai travaillé avec des médecins, des Mhm. psychiatres, des physiothérapeutes ou des kinésithérapeutes Hmm. qui connaissaient le yoga depuis leur enfance. D'accord, Donc, c'est une culture. Tu vas aux hôpitaux et tu as une grande chambre pour pratiquer du yoga. Tu as des profs de yoga qui travaillent, d'accord. des yoga thérapeutes plutôt, que des Hmm. profs de yoga, qui travaillent dans les hôpitaux psychiatriques aussi. Donc, ça fait partie de la culture. C'est pas on ne parle pas d'une chose bizarre quand on parle de yoga. Hmm. C'est pas un exercice, on peut dire, on pratique et qui parle de l'holisme loin de la médecine Ouais. traditionnelle, hein. Le yoga est originaire de quel pays? C'est l'Inde qui est à C'est l'origine? l'Inde, oui. Hmm. C'est là D'accord. qui... en fait, je fais une petite recherche pour savoir exactement comment ça s'est passé. Et c'est un peu compliqué parce qu'il avait toujours un désir de se libérer des obstacles sociaux, on peut dire, Hmm. pour les gens qui habitaient dans le nord, dans la vallée des Indus, on appelle ça comme ça. Et c'était les endroits où les premières civilisations ont commencé à se développer. Mhm. Et il y avait une forte pression sociale et politique, ce qu'on connaît aujourd'hui comme les castes. Mhm. Et ce que j'ai compris, c'est que ces gens-là qui se sentaient opprimés, qui se sentaient complètement bloqués, ont commencé à
à faire des pratiques un peu méditatives avec la respiration pour se sentir plus à l'aise et plus connecté avec quelque chose que selon eux aujourd'hui, ils l'appellent la conscience. D'accord. Donc de là, et cette pratique s'est développée dans différentes écoles. Donc on peut parler d'une centaine d'écoles, mais je ne peux pas te dire exactement comment c'est passé après. Mais selon l'histoire, ça a duré à peu près 3000 années avant Jesus Christ. Ah oui, oui. Ça remonte. Qu'est-ce qui t'a amené, toi, au yoga? Alors, l'année que j'ai connu le yoga, moi, je connaissais déjà le tai chi. Ouais. J'ai pratiqué du tai chi Ouais. pendant 2 ans Mhm. avec un maître chinois en Équateur. Et lui, il disait que j'avais une facilité vraiment pour apprendre les mouvements et la façon dont j'ai développé l'énergie, c'était incroyable. Il me disait ça et je disais, ah, ouais, n'importe quoi, tu sais. Et quand je suis allée aux États-Unis voir ma famille, parce que j'ai la famille là-bas, à New Jersey. Ouais. Et j'étais dans un moment de dépression tellement profonde parce que j'étais dans une relation amoureuse un peu, comment on dirait, un cauchemar amoureuse. Ouais. Et cette couple-là, il est parti à Suisse pour faire des études en Suisse. Et moi, j'étais convaincue qu'il fallait simplement arrêter cette relation et j'étais déprimée. Donc, je suis allée voir ma famille et j'étais à New York. Je faisais un tour à Manhattan avec une amie à moi et je voyais des femmes qui sortaient des cafés avec une tasse de café, tu sais, un café long avec de glace dedans. Et sur son épaule, il portait un sac avec un truc long. Et ça, c'était un truc... c'est quoi ces stéréotypes des femmes qui sortent de Starbucks avec son café et aussi des leggings et sportives. Et une amie à moi m'a dit, non, ça c'est un yoga mat, un tapis de yoga. Ah, donc c'est quoi le yoga? Moi, je connaissais déjà la médecine chinoise, donc les yogas, non, les yogas c'est indien. Ah, et ça se passe comment? Non, ils vont dans une grande salle, ils posent les tapis sur les sols, ils font des postures. C'est pas vrai. Donc, ma cousine m'a dit, près chez nous, il y a une salle de yoga. C'est un centre de yoga, de Hatha Yoga, donc tu peux aller, tu payes à la séance. Peut-être la première séance est gratuite. Effectivement, la première séance, c'était gratuite. Je ne me rappelle pas quelles sont les postures que j'ai pratiquées parce que c'est un moment vraiment... Il y a plein de choses que je ne me rappelle pas de cette séance, ma première séance de yoga, mais je me rappelle de la posture du poisson. C'est une posture que tu poses les mains comme ça et la tête... Tu poses les sommets de la tête sur le sol et tu ouvres bien la poitrine. Et tu as ton cœur tellement ouvert. Ouais. Et tu respires et tu sens une énergie. Qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi je me sens comme ça? C'était incroyable. Donc je dis à la femme, elle s'appelle Catherine. Merci, et on se verra bientôt. Ciao. Donc j'ai marché vers la maison de ma tante. Et je me suis dit, je finis la fac. Les moments que je finis la fac, je vais en Inde. D'accord, ah oui, donc du coup, ça a été le coup de foudre dès la première séance. Je me rappelle très bien de ces moments-là. Je suis allée avec Malik, mon époux, et près de la salle de yoga, et dans les parcs qui séparent la salle et la maison de ma tante, je lui ai dit, tu vois ces roues-là? C'est dans cette rue que j'ai décidé que je serais prof de yoga. C'est fou. Et donc, du coup, après, tu t'es consacré, mais que à ça, finalement. J'ai fini mes études de psychologie. Ouais. J'ai fait une thèse sur les suicides selon la psychanalyse de Lacan. D'accord. Donc, c'était une chose complètement différente. Et mes profs, ils étaient tellement émotionnés, motivés pour que je puisse aller en Argentine et continuer mes études comme psychanalyste. Ouais. Comme psychanalyste. Et il me disait, bon, Mona, donc quand est-ce que tu vas en Argentine? Oui, je vais en Argentine mais pour chercher des écoles de yoga, pas pour chercher une école de psychanalyse. C'est fou. Mais pourquoi tu vas faire ça? Oui, je veux me plonger dans le monde du yoga. Et toi, t'étais poussé, tu savais que c'était ça, quoi. Oui. C'était... Il n'avait pas un doute pour moi. Je savais que j'allais faire ça pendant le reste de ma vie.
Et Ah, tout ça, ça, je c'est l'ai vu comme un fort. film quand j'ai marché vers la maison de ma tante. C'est fort, ça. C'est incroyable. Incroyable. Donc, du coup, tu as réalisé deux rêves. Le premier, c'est d'aller en Inde, qui était vraiment ton plus gros rêve. Celui, tu m'avais dit, c'était justement une école très prestigieuse de yoga thérapie en Inde. Et après, le second rêve, et j'aimerais qu'on aille un petit peu là-dessus, c'est que tu as créé ton propre centre de yoga sur Toulouse. Oui, Est-ce que tu peux le centre de yoga thérapie. yoga thérapie, pardon. Que je ne te je sois pas insultant. Non, non, c'est pas un insulte. Oui. Et, euh, et donc ça aussi, si j'ai bien compris, ça fait peut-être 10 ans que tu rêvais de créer ton centre, c'est ça? Bon, ça fait 10 ans que je suis allée en Inde Ouais. et ça fait à peu près 7 ans que j'ai fini mes études. Ouais. Mais je suis restée en Inde pendant 3 ans. Je suis rentrée en Équateur en 2012. Ouais. Et, euh, et oui, et je voulais développer ce projet en Équateur. Mhm. Et mon époux, il était avec moi. Mais on a décidé simplement de sortir d'Amérique latine pour venir en France. D'accord. Moi, je connaissais la langue française. Et moi, j'avais déjà mon projet un peu développé dans ma tête. Mm. Donc, c'était simplement de me plonger à faire un peu l'étude des marchés, savoir comment ça marche en France. Mhm. Et voilà. Et les marchés pour la yoga thérapie, il est en train de se développer. Et ce qu'il y a, c'est très petit. Mm. C'est très petit, oui. D'accord. D'accord. Et pour créer un centre en France, comment tu t'y es pris? Par quoi tu es passé comme difficulté ou comme... Parce que ça peut... Quand on a... Tu vois, je pense à ça parce que quelle que soit la discipline, certaines personnes peuvent essayer ou ont l'envie de créer leur propre structure, leur propre lieu d'accueil. Que ce soit par exemple, nous tu vois, on a créé un centre de formation, une salle de formation qui est accessible, et des personnes peuvent par exemple s'y donnent des formations sur tel ou tel sujet. Je pense par exemple à la PNL, à l'analyse transactionnelle, ou quelle que soit la discipline. Euh, Quelles sont les difficultés que tu peux rencontrer? Là, je pourrais t'expliquer tout ça dans une manière un peu philosophique parce que avant d'aller en Inde, j'avais beaucoup de peur. Ouais. J'avais la peur de ne pas avoir les financements parce que j'ai pris un financement de l'État en Mhm. Équateur pour me payer les études. Et moi, j'avais un peu d'argent déjà à côté. Mais c'était la peur de ne pas avoir les financements, de ne pas arriver à acheter les billets, de ne pas Mm. arriver à finir les études. Et tout ça, je l'ai travaillé très bien avec la méditation. D'accord. Donc, je me suis dit, tout ça vient de ma tête. Donc, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de blocage, il y a la prospérité partout. Je me suis convaincue et je suis arrivée en Inde et on peut dire avec une moquette rouge Mm. qui m'a reçue, tu sais. Et j'ai Ouais. sorti de l'avion et j'ai Tapis simplement rouge. un tapis, oui, une moquette, j'ai dit moquette. Un tapis rouge comme ça. Et pendant tous ces voyages-là, et après quand je suis arrivée en Équateur, j'étais convaincue que tout ce que tu veux vraiment et que tu as besoin de développer parce que ça fait partie de ta mission de vie, de ton dharma, Mhm. tout ça va se passer si tu n'écoutes pas la peur de ton mental. Mm. Donc si on C'est peut puissant. parler de les premiers blocages que j'ai trouvés et pour arriver à ouvrir mon centre de yoga, c'était la peur. Mm. Ça, c'était le blocage le plus fondamental. Et c'était justement parce que mon français n'était pas très bon. Et moi, j'avais beaucoup d'expérience avec la langue en anglais. Ouais. Et moi, je préférais vraiment de continuer peut-être dans un autre pays avec une langue différente. Mm. Mais ça, c'était une peur, c'était un blocage à moi. Mm. Donc, on peut dire les premiers blocages, c'est par rapport à la communication que tu as avec ton mental. Mm. Et ça, il m'a fallu vraiment travailler avec la méditation et on peut dire aussi avec les PNL, oui, Ouais. et les fleurs de bac. Et je me suis fait aussi une espèce d'autothérapie Mm. pour trouver, alors, depuis ma part, qu'est-ce qu'il faut simplement poser à côté pour avancer. Mm. Après, le deuxième obstacle, je peux dire, c'est les marchés du yoga en France. Le yoga en France, c'est pas considéré comme une pratique et thérapeutique. Mm.
considéré que comme Ouais. un loisir. Donc tu vas au studio de yoga pour faire yoga fitness, pour et transpirer beaucoup et après tu es allongé sur le sol et tu es relaxé. Mm. La méditation fait partie de certains centres, des curriculums de certains centres, mais pas de tous les centres. Sur Toulouse, je ne sais pas à Paris comment ça se passe. Et donc je me suis dit, il faut convaincre les gens, il faut faire mon travail comme je sais le faire et peut-être parler du yoga depuis son aspect thérapeutique. Ouais, c'est un travail pédagogique finalement à faire Apprendre les gens. avant qu'une personne puisse être convaincue ou puisse venir à toi. Donc ça, c'était un défi très, très important. Ouais. Et peut-être en troisième partie, je dirais plutôt les contextes. Ici, moi, je viens d'une culture très commerciale. On fait des business partout. Mm. Tu sais, mon père, ma mère, mon grand-père, mes oncles, mes tantes, tous eux, ils ont eu des commerces. Même Ouais. s'ils ont une carrière professionnelle, académique, ils ont ouvert ses propres commerces. C'est lié à ta famille ou à la culture de ton pays C'est d'origine? la culture. La C'est la culture. culture, oui. D'accord. Donc, c'est pas mauvais de faire l'argent. Ouais. Et ici, j'ai trouvé des gens C'est qui me différent. disaient, mais ouvrir un centre, ça c'est un business, une entreprise. Il faut se méfier parce que faire l'argent, c'est pas bien. Je dis, mais c'est quoi ça? En tant que prof de yoga, et on part de la partie yogique, les profs de yoga qui veulent vivre humblement, c'est pas nécessaire de vivre comme une personne qui n'a pas les ressources économiques. Ouais. Humblement, c'est différent à être pauvre. Ouais, tout à Oui. fait. Et être prospère, c'est Ouais. différent à être riche. Ouais. Donc, C'est très juste. pour moi, c'était des messages un peu négatifs que je disais, je ne dois pas vraiment écouter ça. Pourquoi il me dit ça? C'est intéressant qu'une personne comme toi, qui n'est pas de culture originaire française, pointe du doigt cette problématique-là qui, moi, en tant que Français de naissance, je vois qu'on a vraiment ce côté malsain vis-à-vis de l'argent et vis-à-vis de la richesse, de l'enrichissement. Et c'est très dur. Je trouve que c'est très dur dans ce pays. Et selon la philosophie du yoga, c'est une question très basique dans la façon de survivre dans la planète. Et c'est justement par rapport à la relation que tu peux avoir avec l'argent. Et ça, c'est pas partout, hein, c'est pas seulement en France. Il y a des gens qui pensent, moi et l'argent, on va pas ensemble. Donc, les gens comme ça vivent comme ils veulent vivre. Et moi, quand j'ai commencé mon parcours comme prof de yoga, comme pratiquant de yoga, je me suis rendu compte que on peut répéter les erreurs des générations passées et par rapport à la relation avec l'argent. Et c'est vrai, je me suis dit, moi, si ça peut m'arriver à moi, je voudrais simplement avoir les ressources pour faire possible mon dharma. Ma mission de vie. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai une vie très confortable et je peux voyager, je peux manger ce que je veux et je partage une vie avec un garçon très sympa dans ma vie, tu sais, et je sens que je suis une femme, une personne prospère. Et tu sais, c'est complètement différent à croire que je gagne l'argent et simplement pour la gagner. Non, non, c'est cette conscience vraiment. Et tu sais quoi, Nico, mes patients, j'ai eu des patients qui m'ont jeté l'échec sur la table comme ça, tenez. Et je les ai appris à prendre l'échec ou l'argent en espèces, les poser sur la main droite, mais les donner directement à ma main droite et faire une espèce de révérence. Comme remerciement. Oui. Et ça, pour eux, c'était comme, pourquoi on fait ça? Et je disais, parce que tu dois changer ta relation avec l'argent. C'est une énergie qu'on échange. Donc même sur la gestuelle, tu te rends compte de la relation qu'une personne a avec l'argent.
c'est intéressant. C'est dur de voir des gens qui n'ont pas aucune connexion avec cette énergie qu'ils ont créée eux-mêmes pour se soigner, qu'ils vont l'utiliser pour se soigner avec ces services que je donne. Et tu disais en amont, par le yoga, du coup, il y a... Est-ce que donc, du coup, on parle d'argent dans, dans ton apprentissage du yoga, dans les textes que tu as appris? Est-ce que tu as vu cette notion de... Ouais, Oui, je ne l'ai pas lu directement dans les écritures sacrées yogiques, ouais. philosophiques, mais j'ai entendu pas mal de profs, de maîtres parler de comment un yogi doit se relationner avec l'argent et avec leur travail. Ça, on appelle Dharma Yoga. D'accord. Oui, dans le Bhagavad Gita, peut-être là, et il y a un chapitre entier qui parle de ton dharma, et c'est les dharma de chaque personne, c'est son travail. Donc, si tu rentres dans Le dharma, c'est le travail ou la mission de la vie? mission de vie. D'accord. Qui est incarné par le travail, ce que je Oui, comprends. oui, D'accord. oui. Oui. Hmm. Donc, par exemple, tu vas avoir, et je voyais ça partout l'Inde, tu rentres dans un petit magasin et qui vendent peut-être des tissus, qui vendent peut-être des chaussures, et tu vas voir une petite statue d'un Ganesh avec une bougie, et tu dis c'est quoi ça? Et le Bhagavad Gita explique que tu fais une révérence à une partie de toi la plus profonde, en ce cas ton âme, oui, parce que c'est grâce à cette connexion que tu peux rendre heureuse une cliente et tu peux te rendre heureuse à toi-même. Hmm. Moi, je te l'explique d'une manière très simple. Oui, oui, bien sûr, ouais. Oui, mais J'imagine qu'il y a ta plus de... mission de vie est liée par rapport à la relation que tu as avec les gens qui vont venir profiter de services que tu donnes. D'accord. Et D'accord. ça, c'est customer service, on va venir. Complètement. C'est customer service, tu rends heureuse à la personne qui va profiter C'est de très ton bon. service, tu sais. Et des fois, je dis à Malik, mais ici en France, les customer service n'existaient pas. C'est un peu difficile et c'est un peu malheureux, ouais. Il y a vraiment une... Donc oui, donc Ouais. on peut dire que la partie, les développements de ces petits centres, et les blocages étaient par là. Ouais. Et si les gens pensent que mon seul intérêt c'est de faire l'argent, bon, je m'en fiche parce que C'est leur problème, c'est leur problème. au final. Moi, je suis là pour faire une autre chose. Ouais. Et il faut pas écouter les gens. Hmm. Je dis ça toujours. Il faut C'est pas dur les quand écouter. même. C'est dur quand même. Comment tu fais toi pour pas les écouter? Méditer. Méditer. La méditation, Et ouais. c'est mon intuition qui parle. Hmm. Parce que quand tu médites, tu développes ton intuition, tu te connectes avec ton âme. Ouais. Ton âme ne connaît pas la peur. Ton âme ne connaît pas la négativité, ni la souffrance, ni la doute. Et quand une personne vient te parler depuis la doute, la peur, la manque de confiance, il parle depuis son ego. Hmm. Hmm. Et pourquoi tu vas écouter une personne qui parle depuis son ego? C'est très pertinent ce que tu nous dis là. C'est pour ça que je t'ai dit c'est Très, philosophique. Très pertinent. Ouais. Très très pertinent. Et cette philosophie-là, tu l'as appris au fur et à mesure que tu as baigné dans cet univers du yoga. Si tu as une bonne formation, un bon formateur, Ouais. tu vas entendre ce type d'informations. Mm. Et c'est un truc que je l'ai entendu depuis le début de ma vie professionnelle comme thérapeute alternative, on peut dire. Oui, parce que toi, tu as dû voir passer beaucoup de professeurs, de profs de yoga, tu as dû voir beaucoup de courants différents. Après, cette prof que je t'ai dit, elle s'appelle Catherine à New Jersey. Je ne l'ai jamais vue jusqu'à l'année... Non, au début de cette année, on s'est rencontrés pour la 12e fois depuis 20 ans. C'est fou. Oui, je l'ai trouvée sur Internet et je lui ai dit, écoute, je suis allée en cours avec toi. Je pense que tu ne te rappelleras pas de moi, mais... Et ça s'est passé comme ça, comme ça, comme ça. Ça, c'était un centre à elle. Elle a fermé, elle a continué dans un autre encadrage, on peut dire. Encadrement, pardon. Et elle m'a dit, mais c'est pas possible. Tu as fait tous ces voyages depuis que tu m'as vu. J'étais en Argentine, au Chili, au Brésil. J'étais aux États-Unis plusieurs fois pour faire différentes formations. Et je suis venue en Europe et j'étais en Inde. C'est fou. Donc oui, j'ai passé par différents discours, on peut dire. J'ai entendu différents discours, j'ai connu différentes perspectives.
Et c'est vrai que la seule perspective qui reste à la fin, c'est la perspective que tu connais sur ton tapis. Ah, c'est beau ça. Oui, et il y a un prof à moi qui habite à Pondichéry en Inde. Il me disait, c'est Sri Aurobindo qui dit ça, c'est un maître yogi du sud de l'Inde. Il y a tant de yoga comme il y a tant de personnes sur la planète. D'accord. Donc chacun a sa propre façon de faire le yoga, chacun a sa propre façon de l'interpréter, de le vivre. Si ta pratique sur ton tapis est honnête et disciplinée, tu vas trouver ton propre yoga. Ta propre. Mais il faut être discipliné. Ton propre dharma. Ton propre dharma. Oui. Excellent, excellent. Je vais finir par une dernière question que j'aime poser à mes invités. C'est, est-ce que tu pourrais me donner l'une de tes plus grosses difficultés et ce que tu en as tiré? Je l'ai retiré. Ce que tu as retiré, ce que tu as appris de cette une de tes plus grosses difficultés sur ton parcours. Je pense qu'il faut rester toujours vrai à soi-même. Ouais. Il faut rester engagé à la voix, à cette voix qui parle depuis ton cœur. Ouais. Et c'est là... Bon, ça, tu vas arriver si tu es en pratique et discipliné. Donc, il faut s'attacher à sa pratique tous les jours. Pour que tu puisses rester toujours... Il y a eu des moments où tu as douté justement de ça, où tu as eu cette voix intérieure qui s'est éteinte ou qui n'était pas présente? Oui, et ça arrive, et je ne suis pas la seule, je me suis rendu compte qu'il y a des autres profs de yoga, des thérapeutes comme moi dans le monde qui se sont confrontés à des situations vraiment difficiles par rapport à la santé. Moi, j'ai une blessure de genou. Et ça a commencé quand j'étais en Inde. Et ça s'est développé jusqu'au moment que je suis venue ici en France et j'étais opérée. Donc il y avait un moment que je me suis dit peut-être je vais arrêter ça pour le reste de ma vie. Putain, ouais. Et je reviens à ce que je viens de te dire. J'étais opérée, j'étais coincée sur mon lit et j'ai fait pas mal de méditations guidées de Yoga Nidra pendant 3 mois. Sur mon lit, et ça c'était ma pratique. Je n'étais pas sur le tapis, mais j'étais sur mon lit en pratiquant du yoga. Ça va être dur. Donc c'était ma pratique tous les jours. Même quand j'étais en train d'être opérée, j'avais mon iPod avec des mantras, donc je répétais des mantras tout le temps. Et ça peut être un peu obsessif pour certaines personnes, mais c'est la façon que j'ai appris. Mais toi, c'est ce qui marche pour toi. Oui, c'est la pratique quotidienne et la clarté avec laquelle tu l'as fait et ton honnêteté pour ne pas te détacher de la voix de ton âme. Très joli, très joli. On va s'arrêter là-dessus du coup parce que je crois qu'il y a... C'est parfait. Où est-ce qu'on peut te retrouver, dis-nous? Alors, si on doit te retrouver moi je suis à l'Union et 11 chemin du Sablé, au centre de yoga thérapie La Spirale. Pourquoi la spirale, ça c'est notre histoire, mais j'ai vu cette spirale pendant que j'étais coincée sur mon lit en train de méditer. C'est un beau symbole, la spirale. Oui. Très beau symbole. Et là, j'ai mon centre de yoga thérapie et je reçois de patientes qui veulent simplement avoir un suivi psychologique et aussi yoga thérapeutique et j'ai des cours collectifs. Et j'ai aussi un espace pour accueillir mes patients au centre-ville, à Jeanne d'Arc. D'accord. Donc, vous retrouvez tout ça si vous êtes sur Toulouse, dans le coin, ou si vous passez dans cette belle région ensoleillée qui est Toulouse. Tu peux voir mon site web. Oui. Et monavillacres.com ou sinon laspiraleyoga.com. Donc, tous les liens sont dans la description du podcast. Merci à toi. Merci à toi, Nico. Et à bientôt. Namasté. Au revoir.